14h-15h, C'est l'heure du crime sur RTL. avec Jean-Alphonse Richard. C'était un personnage comme Monsieur Tout-le-Monde, avec une femme, avec 2 enfants, qui allait travailler normalement, qui n'avait rien de spectaculaire, mais ce n'était pas un prédateur comme on a pu le constater dans d'autres dossiers. Bonjour, Arnaud Hopfner. Depuis plus de 10 ans, ce Lorrain, chauffeur-livreur, est en prison pour 14 viols et tentatives de viol. Lors de ses tournées, il surprenait des femmes isolées, des joggeuses, des promeneuses, des étudiantes ou même des mères de famille, sans aucune préférence pour leur couleur de cheveux ou leur âge. Les victimes ont entre 17 et 62 ans. Hopfner était un violeur d'habitude, toujours le même mode opératoire, le même accoutrement, les mêmes paroles de menace. Chez lui, les psychiatres vont détecter un haut degré de perversité et une réelle dangerosité. Arrêté, condamné, l'individu continue cependant à être au centre de l'attention des enquêteurs. Le pôle des cold cases s'intéresse à son parcours criminel afin de savoir si ce père de 2 enfants, longtemps insoupçonnable et insoupçonné, n'aurait pas fait d'autres victimes. Quel chemin inconnu a pu emprunter le camionneur? A-t-il vraiment tout dit? Et si cette histoire n'était pas terminée? Question posée aujourd'hui à nos invités. Mercredi 16 janvier 2008, aux alentours de 17h, une femme qui promène son chien sur une petite route en lisière de forêt à Laxou, la périphérie de Nancy, s'écarte pour éviter une voiture noire surgit à toute vitesse. Le conducteur s'arrête, sort du véhicule, accourt vers la promeneuse, une femme mariée de 45 ans. Il est cagoulé, il tient un couteau à lame recourbée, il exige une relation sexuelle. Si tu cries, je te tue, prévient-il. La femme se met à hurler pendant que son chien mord l'individu à la jambe. L'inconnu finit par déguerpir. 3 mois plus tard, 7 avril, 13h20, une femme de 42 ans est bousculée dans le dos alors qu'elle rentre chez elle à Ligny-en-Barrois dans la Meuse. L'agresseur porte une capuche, une écharpe masque son visage. Il demande une fellation, elle lui répond qu'elle a le sida. Dans la confusion, elle réussit à le pousser dehors et appelle la police. 12 juin. L'homme est de retour, chemin d'Ardeval à Laxou. Il observe une jeune joggeuse, 17 ans, qui court en écoutant de la musique sur son iPod. Elle n'est plus qu'à 100 mètres de chez elle. L'inconnu, armé d'un couteau, la plaque contre un mur et la viole. « Bonne soirée, cela restera entre nous », lui dit-il. Il lui frotte une pierre sur le front jusqu'à l'égratigner. 3 premières plaintes déposées, mais aucune victime n'a aperçu le visage de son agresseur. Quant au prélèvement, il ne donne rien. 2 ans et demi plus tard, vendredi 9 avril 2010, une enquête est ouverte à Nancy pour 2 viols et une tentative en 2009 et 2010. Rien à voir avec les premiers cas. Une femme de 41 ans, agressée alors qu'elle était seule dans sa maison de Villers-Saint-Étienne. Un homme cagoulé a abusé d'elle dans sa chambre. Il l'a menacée. « T'as pas intérêt à appeler les flics. Sinon, je reviens et je te bute. » 1 mois plus tard, une étudiante de 19 ans, attaquée chez elle. Elle lui a demandé pourquoi il faisait ça. « Parce que c'est vous qui aimez bien », lui a-t-il répondu. Les enquêteurs recensent les agressions sexuelles de la région. Beaucoup se ressemblent, toutes perpétrées sur un ruban de 100 km aux abords de la Nationale 4 par un homme dont on ne dispose que d'un ADN partiel. Vendredi 9 mars 2012, la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle est sollicitée par le Luxembourg pour localiser un Français employé dans une société de transport à Ludre, à 7 km de Nancy. Il est soupçonné d'avoir tenté de violer une joggeuse. Celle-ci l'a mise en fuite et a noté le numéro d'immatriculation de sa Renault Scénic. L'individu s'appelle Arnaud Hopfner, 36 ans. Il habite une cité HLM à Laxou. Il vit avec une femme et leurs 2 enfants, un garçon, 8 ans, une fille, 5 ans. Il est interpellé, remis aux autorités luxembourgeoises. Dans son véhicule, on découvre un blouson à capuche, une cagoule, un couteau. C'est la panoplie du violeur de la Nationale 4. Hopfner n'est pas fiché comme délinquant sexuel. Il n'est connu que pour être un supporter violent de l'AS Nancy-Lorraine. 3 fois, il a été interdit de stade. Sa compagne le décrit comme colérique. Il est porté sur l'alcool. Mais ce ne serait pas du tout un prédateur sexuel.
Et 4 ans après les premières attaques de femmes dans la région, le camionneur Arnaud Hopfner apparaît dans le paysage des enquêteurs, lesquels, gendarmes et policiers, vont ensemble se livrer à des vérifications. Ils vont lever le masque sur un individu qui n'a jamais été inquiété. Ils vont commencer alors à faire le décompte des victimes. Il faut revenir, comme dans le récit, à ces premières agressions sexuelles et puis ces viols. Tout cela, ce sont des attaques à répétition. On est en 2008. Bonjour Dimitri Ramelot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être avec nous en direct dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste RTL et vous avez d'ailleurs réalisé un podcast cet été sur cette affaire, Arnaud Hopfner sur la piste du violeur de la RN4. Un podcast qui est toujours disponible d'ailleurs sur le site de RTL. Alors, je le disais, Dimitri Ramelot, il faut se reporter un petit peu en arrière. On est en 2008, on n'est pas en 2024. Et à l'époque, les dossiers, on les relie pas forcément entre eux. Ça prend du temps. Oui, et c'est bien le problème dans cette affaire, c'est-à-dire qu'il y a eu, alors gendarmes et policiers qui nous écoutent vont probablement un peu hurler, mais c'est la guerre des polices, Jean-Alphonse, c'est-à-dire que chacun a son petit précaré, chacun a sa petite zone, chacun a son enquête, et du coup on va perdre énormément de temps parce que tous ces enquêteurs déjà vont mettre beaucoup de temps à comprendre qu'ils sont sur la trace du même homme, et après ils vont mettre beaucoup de temps à se parler, il faudra l'opiniâtreté d'une substitut du procureur de la République pour mettre tout le monde autour de la table et enfin avancer dans cette affaire. Le mode opératoire, un mot là-dessus, Dimitri Ramelot, c'est très violent et menaçant, même s'il prend la fuite plusieurs fois. Il n'est pas très assuré de ce qu'il fait, mais en tout cas, il suscite la crainte, cet homme. Alors tout le monde parle de la même description. Il est grand, il est fin, il y a toujours une cagoule, un couteau, et il y a aussi un détail, Jean-Alphonse, que vous n'avez pas évoqué, qui est quand même important, et plusieurs victimes en parlent, il a une mauvaise dentition. D'accord. Et ça va jouer aussi au moment de le confondre, si vous voulez. Il y a toujours le même mode opératoire, il approche sa victime, il est très menaçant, il dit clairement ce qu'il veut tout de suite. Alors quand elle résiste, comme cette femme dont vous avez parlé, qui dit « j'ai le sida, j'ai plein de médicaments, je peux te les montrer », évidemment, ce n'est pas vrai, mais là, il se sent un peu en danger, donc il fuit, mais il y a quand même... Donc c'était une tentative de viol à ce moment-là, mais il y a aussi eu des viols, effectivement, et il demande toujours à ses victimes de compter entre 1 et 100 pour avoir le temps de partir. D'accord. Et elles le font. C'est sa manière à lui, de se donner le temps de partir, de ne pas être confondu. Tout ça, toujours très menaçant, en disant effectivement, si tu refuses, je viens te tuer, je viens te buter. Et il monte en puissance, et dans les mots et dans les actions. Il est de plus en plus menaçant, Oui, c'est de plus en plus... Ça va crescendo, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on a la sensation qu'il prend de l'assurance sur les premiers cas, que ce soit des tentatives ou des viols, effectivement. Et il va crescendo, c'est de plus en plus violent. Il y a même un cas où, je crois que c'est une jeune étudiante qui est dans un centre équestre, se refuse à lui. Il la poursuit, il la plaque ensuite dans une autre pièce. Et on voit qu'à ce moment-là, il a plus d'assurance. Ça dépend aussi de l'endroit où il agit. Bonjour, maître Isabelle Baumann. Bonjour, monsieur Richard. Et merci infiniment d'être avec nous au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Nancy, vous êtes l'avocate d'Arnaud Hopfner. Évidemment, on va revenir sur ce personnage qui n'était pas facile à défendre. Vous êtes allé jusqu'au procès avec lui, vous allez nous raconter tout ça, maître Baumann. Alors tout de suite, je suppose que vous êtes d'accord avec Dimitri Ramelot quand il raconte qu'effectivement, à l'époque, les gendarmes, les policiers, ils s'entendent pas forcément bien. Ça a changé un peu depuis, bien sûr. Les plaintes, elles sont disparates, déposées un peu partout, mais elles ne sont pas rapprochées, c'est le drame de ce dossier. Non, on ne fait pas tout de suite le rapprochement avec mon client parce que il n'y a pas de traces ADN qui soient répertoriées. Et il y a par contre effectivement des agressions à plusieurs endroits, en Meurthe-et-Moselle, un petit peu vers la Meuse, en campagne, en ville. Et la police, dans un premier temps, elle recherche auprès de tous les criminels sexuels qui sont sur le fichier. Maître Isabelle Baumann, il y a quand même un fil rouge dans cette histoire et peut-être on aurait pu s'en préoccuper un peu plus tôt. Ça m'a surpris qu'on ne pense pas à ces coïncidences. Il y a un fil rouge, c'est la route nationale 4. Oui, alors c'est autour de la route nationale 4, c'est vrai qu'on l'a appelé le violeur de la N4, mais ce n'est pas que sur cette route, c'est effectivement lors des livraisons qui sont effectuées dans le secteur. Et il laisse des traces. Il n'est pas forcément très sourcilleux, très prudent. Il laisse des traces, ce violeur. Pourquoi
Est-ce qu'il est si difficile à identifier alors qu'on a quand même des éléments contre lui ? Ça a été difficile de l'identifier parce que il devait pas être dans les fichiers, je pense à l'époque. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, il était passé entre les gouttes. À partir du moment ensuite où il va être identifié, il va être interrogé dans tous les cas qui lui sont soumis. Et je dirais, la pelote de laine, elle va un petit peu se défaire petit à petit. Et on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de cas. Beaucoup de cas, effectivement. Le routier, pour le moment, est écroué au Luxembourg, mais les Français vont l'entendre. Jeudi 25 octobre 2012, alors qu'Arnaud Hopfner est en prison au Luxembourg, les enquêteurs de Nancy perquisitionnent son appartement à Laxou. Une veste polaire noire frappée d'une image de chien et un pantalon de travail kaki sont retrouvés, tout comme un atlas routier. Des localités y sont entourées d'un cercle. Des lieux de viol et d'agression, soupçonnent les enquêteurs. L'ADN du suspect correspond au viol commis à Villers-Saint-Étienne en septembre 2009. 2 femmes identifient par ailleurs formellement les habits. Une troisième, qui avait aperçu son visage alors qu'il s'enfuyait en retirant sa cagoule, reconnaît le chauffeur routier. 25 avril 2013, Arnaud Hopfner, qui a purgé sa peine au Luxembourg, est mis en examen en Nancy pour 2 viols et une tentative. Il reconnaît les faits. Il évoque des pulsions. Policiers et gendarmes qui se partagent les investigations demeurent convaincus que la liste des victimes d'Arnaud Hopfner est beaucoup plus longue. Les 10 corrodateurs de son camion sont expertisés. Étude qui permet de rapprocher le suspect de certaines scènes de viol. Le 13 mai 2009, à 9h51, il a fait un arrêt inexpliqué, 17 minutes, à Finvel, dans la Meuse. À cette heure-là, Hélène, 21 ans, a été attaquée dans un centre hippique où elle soignait des chevaux. L'homme l'a entraînée dans un coin désert. Il a essayé de l'embrasser. Elle a détourné son visage. Il lui a demandé de compter jusqu'à 50 avant d'ouvrir les yeux. Hélène reconnaît la voix de son agresseur. Hopfner reconnaît, lui, avoir agressé une femme dans ce qu'il appelle un parc à cheval, mais il dément l'avoir violée. Il affirme avoir pris la fuite car il craignait que quelqu'un arrive. Il raconte que ce jour-là, il avait bu, il avait fumé du cannabis. Lundi 13 mai 2013, Arnaud Hopfner est en garde à vue pour des viols recensés dans la Meuse. S'il a agi ainsi, dit-il, c'est parce que lui-même a été violé à 7 ans dans une colonie de vacances. Mais ses proches sont sceptiques. Il n'a jamais parlé de cette histoire et ce séjour en colo serait imaginaire. Hopfner parle encore de l'influence néfaste de sa compagne qui ne satisfait pas ses envies sexuelles. C'est pour cela qu'il est allé chercher ailleurs d'autres relations. J'aime le sexe de façon générale. Le fait d'agresser des femmes inconnues, ça m'excitait. Cela faisait monter l'adrénaline, indique-t-il aux policiers. Selon lui, toutes ces attaques seraient des moments de délire. Il éprouve des remords, mais à chaque fois, la pulsion est plus forte. 3 mois plus tard, Hopfner est mis en examen pour 15 viols et tentatives de viol. Il en reconnaît 11. Il dit ne pas se souvenir des 4 autres. « J'ai agi pour me venger des femmes qui m'ont fait souffrir », affirme-t-il. Il cite sa compagne, ses ex qui l'ont délaissé, ou encore des profs qui l'humiliaient en classe. Voilà donc pour les explications d'Hopfner, des pulsions, des gens qui l'ont terrorisé. Il a peut-être été violé, même si ce n'est pas établi. Et puis il s'en prend à sa compagne. Effectivement, ce sont des excuses qu'il déroule au fil de ses gardes à vue. Il est accusé de 15 viols. On va voir quel visage il va afficher bientôt lors de son procès. Il a avoué pour certains viols avec une précision étonnante. Dimitri Ramelot, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste à RTL, et vous êtes l'un de nos correspondants dans le Grand Est, et vous connaissez bien cette affaire Arnaud Hopfner. Vous avez même réalisé un podcast sur le sujet, podcast qu'on peut retrouver, qui s'appelle « Sur la piste du violeur de la RN4 » et qui est disponible sur le site de RTL. Juste un petit mot, Dimitri Ramelot, vous connaissez bien les faits divers, les policiers, les gendarmes. Et bien dans cette affaire, les gendarmes et les policiers, ils vont travailler ensemble. Alors je le cite, je dis ça parce que c'est très très rare. Oui, alors au début non, et puis à un moment effectivement la substitut du procureur à Bar-le-Duc, qui est à l'initiative du début de l'enquête côté Meuse,
les policiers espèrent l'entendre, les gendarmes espèrent l'entendre, parce que chacun fait de son côté des investigations et on ne voudrait pas que ça lui échappe et que ça aille aux forces de police et de gendarmerie de l'autre côté. Donc, et finalement, il va y avoir une réunion effectivement au tribunal de Nancy où là, il est décidé que chacun, gendarme et policier, pourront interroger Arnaud Hoffner pour les cas qui les concernent. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit qu'il y a quand même une collaboration efficace entre la police et la gendarmerie. Les deux vont s'échanger les informations. Ouais, c'est ça. Plus de monde, plus de puissance dans une enquête qui se développe. Plus d'infos aussi. Voilà, et plus d'infos. Et les policiers et les gendarmes se partagent un peu le territoire des viols. Donc ça, c'est très intéressant comme méthodologie et c'est sans doute à retenir pour certaines affaires. Parfois, on travaille un peu trop chacun de son côté. Alors, encore une question, Dimitri Ramelot. Il y a toujours le même mode d'opératoire, vous l'avez dit, mais l'ADN, alors il est concluant sur un ou deux cas, mais il y a aussi, c'est très étonnant, il y a la géolocalisation, les habitudes de cet homme. Oui, c'est ça. Ses trajets, son camion est étudié. Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle le mouchard, c'est-à-dire ces fameux disques dont vous parliez à l'instant, qui est dans chaque camion, qui permet de connaître les horaires auxquels ce camion ou cet utilitaire a roulé, les arrêts, la durée des arrêts, et ils font un recoupement entre ces infos, donc ils sont sur le mouchard, la téléphonie, et ils vont aussi regarder chez chacun des employeurs de Hoffner, parce que ce garçon était un petit peu instable, il y avait parfois le verbe haut avec ses patrons, donc il se faisait licencier. Et en fait, ils vont reconstituer comme ça le parcours criminel et ça colle parfaitement bien. Oui. Et effectivement, de temps en temps, assez souvent, l'ADN de Hoffner qui a été récupéré soit partiellement, soit une fois totalement, parce qu'à un moment, pardon le détail, mais il a éjaculé dans une cuvette de toilette qui ne fonctionnait pas, donc on a pu récupérer l'ADN de Hoffner qui est un ADN propre, et ça match. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les policiers et les gendarmes vont tirer la ficelle et arriver à un parcours criminel qui semble, en tout cas aujourd'hui, complet, mais il y a un mais, et ce mais, on va l'expliquer par la suite. On verra plus tard, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions qui se posent, et qui se posent encore aujourd'hui. C'est étonnant parce que ce personnage qui paraît très très banal, il attire évidemment les interrogations. Puis il y a ces petites annotations qu'il fait sur cet atlas routier où il note des lieux où il s'est arrêté. Là aussi, ça pose beaucoup de questions. Maître Isabelle Baumann, on vous retrouve dans cette heure du crime, avocate au barreau de Nancy. Vous êtes l'avocate d'Arnaud Hoffner, je le rappelle. Alors évidemment, c'est un classique. Ce violeur, il avoue des cas quand on lui présente, on lui met sous le nez son ADN, on lui met des coïncidences avec ses emplois du temps, mais il parle jamais spontanément des attaques qu'il a commises. C'est vrai, quand on va l'interroger, dans un premier temps, on lui parle d'énormément de cas. Et donc c'est vrai qu'il n'est pas réticent à répondre aux questions, à reconnaître, etc., etc. Je dirais, il a effectivement répondu à tous les cas, et moi j'ai eu l'impression qu'il voulait soulager sa conscience et qu'il était un petit peu content d'être pris parce que c'était une spirale infernale, bien sûr pour les victimes, c'était horrible pour les victimes, mais pour lui aussi parce que tant qu'il n'était pas arrêté, il continuait. Oui, il continuait. Alors, est-ce qu'il est soulagé d'être arrêté ? C'est l'impression que j'ai eue. Alors bien évidemment le choc, mais aussi quelque part un soulagement parce que c'était quelque chose qui pouvait pas continuer comme ça. Bien sûr. Je dirais, il le vivait pas non plus sereinement et je pense qu'effectivement que là ça a mis un cran d'arrêt à toutes ses actions, à tous ses actes. Et puis ensuite effectivement, quand quelqu'un est arrêté, je dirais, il se pose des questions, lui pose des questions. Il y a aussi tout un aspect psychologique, psychiatrique, etc. Il avait un problème d'alcool, le problème d'alcool s'est arrêté. Il y a eu effectivement une prise de conscience qui a été faite parce qu'il a été pris. C'est ça, donc il a conscience de ce qu'il a fait, ou en tout cas il dit qu'il a conscience, parce qu'avec lui c'est toujours un peu compliqué à décrypter. Justement, Dimitri Ramelot, il se justifie évidemment en garde à vue. Il dit, moi c'est ma femme, elle ne m'accordait pas les faveurs sexuelles que je souhaitais, puis j'ai été violé, j'ai été humilié. Est-ce qu'on peut le croire ? En tout cas, les enquêteurs, ils accrochent pas trop à ce... Non, ils accrochent même pas du tout. C'est-à-dire qu'ils l'écoutent, mais très rapidement, notamment sur ce dont vous avez parlé, à savoir que je me suis attaqué à celle-là parce qu'elle ressemblait à ma maîtresse qui m'avait humilié. Oui. Celle-là, c'est une ex, elle ressemble à une ex qui m'avait pas fait du bien non plus. Et à un moment, les enquêteurs se disent, non mais il est gentil, mais tout ça c'est des excuses parce que c'est peut-être trop lourd pour lui d'assumer tous ces cas, parce qu'il y en a donc au final 14 pour lesquels il a été condamné. Au début 18, puis 15 devant la cour d'assises. Il a été acquitté pour 1, donc condamné pour 14.
14. Mais c'est vrai que les enquêteurs, au début, et très rapidement, ne le croient pas. La colo, cet ex qui ressemble, cette femme qui ressemble à une ex qui a pas été gentille, la maîtresse. À un moment, ils se disent, bon, voilà, ce garçon a un problème avec sa femme et il va se, entre guillemets, venger en attaquant des femmes de tout profil, qu'il ne connaît pas. Et on va se demander s'il n'a pas un peu préparé aussi cette défense, finalement, parce que on entend il a eu le temps, hein. Oui, on entend Maître Baumann qui dit il était soulagé, mais peut-être ça le travaillait. Il a eu du temps pour peut-être dire voilà ce que je vais dire finalement et ça va marcher. Il a peut-être préparé finalement cette défense, il a eu le temps quand même, parce que il y a quasiment 2 ans qui séparent la première agression de la dernière, recensée à l'heure actuelle, bien sûr. Donc c'est tellement terrible pour lui, il sait que probablement il va être arrêté parce que c'est une fuite en avant. Vous l'avez dit, c'est crescendo, ça devient de plus en plus violent. Les enquêteurs se sont même demandé à un moment s'il n'allait pas, si on ne l'arrêtait pas, passer à l'acte meurtre. Et ça, évidemment, ça va être intéressant dans l'affaire parce qu'on va se poser des questions là aussi. Le chauffeur-livreur va être jugé pour 15 viols et tentatives. Je suis rentrée, j'ai laissé les clés sur la porte, mais côté extérieur. Et en fait, j'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai eu un homme cagoulé qui est rentré dans mon couloir qui me pointait d'un couteau. Ça se passe tellement vite, vous avez plein d'idées qui vous viennent en tête et puis vous vous demandez si c'est la réalité. Lundi 18 avril 2016, Arnaud Hopfner, qui fête ses 40 ans, comparaît devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à Nancy. Silhouette longue, cheveux coupés courts, visage creusé. Il est jugé à huis clos. 10 femmes sur 15 sont présentes dans la salle d'audience. 5 n'ont pas fait le déplacement. Malgré le temps écoulé, elles se disent encore trop choquées pour affronter leur violeur. L'une d'elles, 62 ans, dit ne plus vouloir entendre parler jamais de cette affaire. Les déclarations des victimes sont accablantes pour le chauffeur-livreur. Arnaud Hopfner répète avoir agi sous l'influence de l'alcool et du cannabis et à cause de ses problèmes conjugaux. Il est totalement fuyant dans ses explications qui évoluent au gré du vent, dit un avocat de la partie civile. Les psychiatres dressent un portrait sombre d'Arnaud Hopfner, décrit comme un individu à tendance perverse, sadique et mythomane. Selon les spécialistes, les soins recommandés n'ont pas d'effet sur lui. C'est donc quelqu'un de dangereux qui risque de récidiver, résume un autre avocat des victimes, maître Olivier Nuge. 14 viols et tentatives retenues. L'avocat général demande la peine maximum, 20 ans. Arnaud Hopfner est condamné à 18 ans de prison, dont 12 de sûreté. Et effectivement, ce qui frappe à ce procès, ce sont ces victimes qui sont apparues brisées. Dimitri Ramelot, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste chez nous, à RTL, auteur du podcast Arnaud Hopfner sur la piste du violeur de la RN4. C'est un dossier que vous connaissez sur le bout des doigts et vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Alors, vous n'étiez pas à ce procès, et pour cause, de toute façon, le procès, il est à huis clos, donc il n'y a pas de public qui est admis. Mais ces victimes, on le sait aujourd'hui, elles sont apparues complètement disloquées. Oui, huis clos, on le précise, parce qu'il y avait au moins une victime mineure. Les 17 ans. Victimes, ça va de 17 à 62 ans. C'est ça. Exactement. Disloqué totalement. C'est-à-dire qu'il y en a qui racontent à la barre de la cour d'assises, donc c'est des propos d'avocats qui nous sont rapportés, tout le monde le dit, donc il n'y a pas de doute. Il y en a qui se sont bunkérisés chez elles. Il y en a qui ont monté des murs de 2 mètres de haut. Il y en a qui n'arrivent plus à avoir de relations intimes avec leurs compagnons. Il y en a qui n'arrivent plus à faire certaines pratiques sexuelles avec leurs compagnons. Donc elles sont disloquées parce que ce qu'elles ont vécu est monstrueux. La violence, en plus, je vais te tuer, je vais te buter, il faut compter jusqu'à 50 pour que je puisse m'en aller, ajoute, si vous voulez, au traumatisme de ces femmes, encore une fois, on le dit, d'une variété absolument incroyable, en âge, en physique, enfin, elles ne se ressemblent aucune l'une à l'autre, aucune. 17 à 62 ans, c'est bien ça, c'est Dimitri. C'est ça. Donc effectivement, il n'y avait pas de profil type. Cet homme, il apparaît véritablement comme une brute sexuelle qui, selon ses pulsions, comme il dit, mais ça c'est toujours facile, les pulsions, on n'entend que ça dans les histoires de viol, ça veut absolument rien dire. Dès qu'il a ses pulsions, hop, il saute sur une femme, c'est ça, Dimitri? Oui, c'est ça, mais il y avait déjà ces pulsions à l'époque où il était ultra de la Nancy-Lorraine. Il boit, il fume du cannabis, il est violent. Il y a une violence inhérente chez ce garçon, si vous voulez, et elle s'exprime de plusieurs manières, et de la manière la plus terrible lors de
ce parcours criminel où il attaque donc 14 victimes, en tout cas 14 victimes pour lesquelles il a été condamné aujourd'hui. Voilà. Alors, maître Isabelle Baumann, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Nancy et l'avocate d'Arnaud Hopfner. On l'a dit, avec Dimitri Ramelot au procès à huis clos. Il y avait une victime mineure. Elle avait 17 ans, cette jeune femme qui faisait son jogging lorsqu'elle a été attaquée. Comment est-ce qu'il se comporte, votre client Arnaud Hopfner ? Dans ce procès, il ne cherche pas à éluder sa responsabilité. On lui pose des questions, il y répond. J'ai l'impression que quand on lui pose des questions, il fouille dans sa mémoire pour se souvenir de choses. Et puis pour moi, il avait relativement une bonne mémoire parce qu'il se rappelait quand même des cas. Et c'était pas forcément évident plusieurs années après. Et je dirais qu'il cherche pas du tout à minimiser ses actions ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien dans ce genre d'affaires parce que la plupart du temps, en matière, je dirais, d'infractions sexuelles, les auteurs essayent toujours un petit peu de reposer la faute sur les victimes ou de dire qu'ils ne l'ont pas fait. Moi, j'ai trouvé qu'il assumait et qu'il assumait de façon digne par rapport aux victimes. Alors ça, évidemment, c'est votre vision sur ce client. L'avocat général avait réclamé 20 ans. Il est condamné à 18 ans ? Il y a eu 20 ans qui avaient été demandés, il a obtenu 18 ans. Je rappelle qu'en fait, au départ, on l'avait interrogé sur 18 cas, il a été mis en examen pour 15, il a été condamné pour 14 cas, 6 viols et 8 tentatives de viol. La peine est lourde, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de victimes. Dimitri Ramelot, juste encore un petit mot à ce procès. Encore une fois, on ne croit pas à ses explications. Décidément, il convainc personne avec ses excuses. Non, mais le problème d'Hopfner, c'est qu'il part dans tous les sens. Il y a plein d'explications. Voilà, il y a cette maîtresse qui est méchante, il a été violé en colo, il y a la maîtresse, elle ressemble à la maîtresse qui a été méchante aussi. Donc, si vous voulez, il y a pas de ligne directrice. Il en met trop et il en fait trop et surtout, il n'est pas convaincant. Oui. Donc, à un moment, ça ne passe pas auprès du procureur, de l'avocat général, et des jurés. Donc, ça marche pas. Il est condamné. Le chauffeur-livreur est effectivement condamné, mais il n'en a pas fini avec la suspicion. Juillet 2024, les juges du pôle des cold cases à Nanterre décident d'examiner dans le détail le parcours criminel d'Arnaud Hopfner. Il fait partie des 13 hommes, parmi lesquels Francis Holm ou Nordal Lelandais, et une femme, Monique Olivier, dont les dossiers sont réexaminés. Dans le cas d'Hopfner, il s'agit de voir s'il a pu commettre d'autres crimes sexuels, lesquels auraient échappé aux enquêteurs de l'époque, et d'effectuer des rapprochements avec des affaires non élucidées. Dès 2010, la substitut du procureur de Bar-le-Duc, Zaïda Moulet, s'était interrogée sur le nombre réel de victimes du violeur de la Nationale 4. Il y avait quelque chose qui m'intriguait, c'était le profil des victimes, pas de profil type. Ce qui était perturbant, c'était plutôt la quantité, indique la magistrate sur RTL. Zaïda Moulet se réjouit qu'Arnaud Hopfner soit arrêté, car selon elle, il risquait de commettre l'irréparable. Mon intime conviction est qu'il y aurait pu avoir passage à l'acte, un meurtre. Arnaud Hopfner, questionné lors de l'enquête sur le nombre de ces viols qu'il aurait pu commettre, dit ne pas se souvenir de chaque cas. Il assure qu'entre le 13 janvier 2010, dernier cas recensé en France, et le 7 mars 2012, tentative de viol au Luxembourg, il n'a attaqué aucune femme. Pour son avocate Isabelle Baumann, Hopfner a pleinement collaboré avec les enquêteurs. Il essayait de se souvenir de tous les trajets qu'il avait faits. Moi, j'ai l'impression qu'il avait vidé son sac. Et justement, maître Isabelle Baumann, elle est avec nous dans cette heure du crime, au téléphone de l'heure du crime, avocate au barreau de Nancy, et on l'a compris, avocate d'Arnaud Hopfner. Alors, vous le dites, maître, j'ai l'impression qu'il avait vidé son sac. Vous pensez vraiment que votre client n'a pas pu cacher quoi que ce soit ? Personnellement, moi, j'ai eu vraiment l'impression, au moment où où j'étais avec lui en garde à vue, où il racontait tout, j'avais vraiment l'impression qu'il avait envie de tout raconter, de tout déballer, etc. Et je n'ai pas le sentiment qu'il ait caché des choses. Bon, après, je peux peut-être me tromper, et c'est pas le sentiment que j'ai par rapport à la personnalité que j'avais perçue de ce garçon-là. Alors, dont acte, effectivement, vous le connaissez bien, vous l'avez vu bouger, vous étiez au procès, donc effectivement, c'est l'impression qu'il vous laisse. Et on est très heureux que vous racontiez, évidemment, ce que vous savez de l'intérieur de cet homme. L'impression d'avoir vidé son sac, en tout cas, c'est pas la conviction des magistrats du pôle des cold cases, puisqu'ils rouvrent ce dossier. En tout cas, ils étudient le parcours criminel. Alors, ça, le pôle le fait souvent et c'est très bien. On réétudie, voir s'il n'y a pas d'autres cas qu'on aurait pu oublier. Dimitri Ramelot, c'est un travail nécessaire dans cette affaire Arnaud Hopfner.
Pour une raison, Jean-Alphonse, c'est que il y a de grandes périodes pendant lesquelles il ne s'est rien passé. Et ça questionne quand même. C'est-à-dire que quand on voit la frénésie à certaines périodes d'attaque et qu'après, il n'y en a pas pendant plusieurs mois et que finalement, après, il y a encore une nouvelle attaque, les enquêteurs, les magistrats se disent mais pourquoi il se sera arrêté d'un coup alors que finalement, ça n'allait toujours pas mieux avec sa femme, ça n'allait pas mieux à aucun niveau dans son boulot, il était toujours violent comme ultra de la Nancy-Lorraine et ça pose question de est-ce qu'effectivement, il n'y a pas là des cas qui seraient intervenus, qu'on n'aurait pas recensés, et pas forcément le long de la Nationale 4. Hein. Ça peut être dans les Vosges un peu plus loin, ça peut être à l'étranger au Luxembourg, en Belgique, ça peut être en Alsace. Enfin, la zone est grande quand même. Donc, ça pose question de est-ce que effectivement le parcours criminel d'Hoffner tel qu'il est connu aujourd'hui est un parcours complet. Ah oui, effectivement, c'est la fameuse question des zones blanches, des périodes blanches, comme on dit parfois, ou des parenthèses blanches. On en parlait beaucoup pour Michel Fourniret. Effectivement, il y a ces moments où, bien d'un seul coup, il n'y a plus d'activité criminelle, mais finalement, on n'en sait rien. Maître Isabelle Baumann, j'ai cité la substitut Zaïda Moulet, interrogée par RTL d'ailleurs, qui est catégorique. Elle pense qu'il aurait pu tuer votre client. Qu'en pensez-vous ? C'est certain que le fait qu'on l'ait arrêté, ça a arrêté ses viols et ses tentatives de viol et ses agressions parce que il était à ce moment-là dans un tel état d'esprit, puis en fait personne ne l'avait arrêté, donc il continuait. De là à aller plus loin, je ne pense pas. Je vous explique pourquoi, parce que en fait, si la victime se débattait, rouspétait, se rebellait, malgré le couteau et la cagoule, ce qui est très effrayant, mais celles finalement qui ont eu le réflexe de l'envoyer promener, si je puis dire, il n'a pas été au bout. C'est vrai. Chaque fois qu'elles se rebellent, ces femmes, il a tendance à plutôt à prendre la fuite. Dimitri Ramelot, cette magistrate que vous avez rencontrée, interrogée, la substitut Zaïda Moulet, elle était assez effrayée par ce profil qu'elle découvrait. Oui, parce qu'elle comprenait pas comment on ne puisse pas le loger, comme ils disent dans le jargon policier et judiciaire. Elle a mis une pression énorme sur les gendarmes et la PJ de Nancy. Elle a dit c'est pas négociable. C'est pas négociable. Il faut l'arrêter parce qu'il va continuer. Elle était persuadée depuis le début que c'était le même homme et elle est allée au bout de sa logique et elle avait raison. Et au final, ils n'ont pas lâché. Ça a été long, ça a été compliqué. La téléphonie, les mouchards, Luxembourg, tout ça, on en a parlé. Et au bout du bout, la conviction qu'elle avait, c'est avéré être une vérité, une réalité. Et il faut saluer ce travail de cette magistrate qui a fait beaucoup avancer cette enquête. Il faut bien le dire et le redire. Le cas du chauffeur routier est toujours en cours d'expertise. Plusieurs de ses victimes sont toujours brisées. Lors de l'enquête, plusieurs femmes attaquées par Arnaud Hoffner étaient apparues terrorisées devant les policiers et les gendarmes. Certaines avaient refusé de voir les photos du suspect. Hoffner avait dit que ces femmes lui rappelaient une ancienne professeure qu'il avait punie ou une ex-petite copine qui l'avait plaquée lors d'une fête locale et qu'il appelait encore aujourd'hui Sophie. Arnaud Hoffner est toujours incarcéré. Sa période de sûreté s'achève en 2025. On parle toujours de « Ah, mais c'était mon voisin, mais je n'ai rien remarqué, il était très sympathique ». Les individus les plus ordinaires qui n'attirent pas l'attention sont ceux qui finalement peuvent commettre dans l'indifférence la plus générale les crimes les plus odieux. La voix de Zaïda Moulet, la substitut du procureur de Bar-le-Duc, à qui on doit l'avancée de cette enquête. Elle a fait un énorme travail, cette magistrate, et encore une fois, il faut vraiment la saluer, son opiniâtreté et sa ténacité dans ce dossier. C'est un document RTL qui avait recueilli, une interview RTL qui avait recueilli Dimitri Ramelot en juillet 2024. Maître Isabelle Baumann, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, avocate au barreau de Nancy, puis vous êtes l'avocate d'Arnaud Hoffner. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de sa détention à votre client ? Moi, les dernières fois où je l'ai vu, où j'ai eu des contacts, c'était quelqu'un qui était vraiment dans la recherche de la compréhension de ce qu'il avait fait et du pardon. Il veut se faire pardonner et il s'était pas mal tourné vers la religion catholique, où il cherche un petit peu finalement à avouer ses péchés, si je puis dire, et puis à être pardonné et à devenir une bonne personne. Et je crois, moi, je lui avais effectivement conseillé d'avoir un suivi psychologique, psychiatrique important. Et je crois qu'il est effectivement dans cette voie-là.
Donc c'est vrai que lui, il voulait faire sa peine, refaire sa vie entre guillemets, c'est-à-dire se réinsérer dans la société. Qui effectivement, il enlève ses peurs anciennes, etc. Et puis s'il touche pas à l'alcool, parce qu'en fait, lui, le passage à l'acte aussi, c'était souvent effectivement dans un contexte d'alcool. Alcool et cannabis, c'est ce qu'il va raconter d'ailleurs aux enquêteurs. Dimitri Ramelot, journaliste à RTL, auteur du podcast Arnaud Hopfner sur la piste du violeur de la RN4 qu'on retrouve évidemment sur notre site. C'est sorti cet été sur RTL. Alors les experts, il faut bien le dire, il dit je vais refaire ma vie, je vais sortir de prison. On est en 2024, la période de sûreté s'achève en 2025. C'est pas pour autant qu'il va sortir tout de suite, parce que je vous le dis, Dimitri Ramelot, mais vous connaissez aussi bien le dossier que moi, c'est sans doute mieux. Les experts, en 2016, au procès, ils doutaient qu'il soit curable, cet homme. Et c'est ça, il parle de dangerosité sociale extrême, il parle d'une très faible chance de réinsertion. Et d'ailleurs, quand j'avais vu Zaïda Moulet, je lui disais, mais voilà, il s'est tourné vers la religion, vers la spiritualité. Elle m'avait rien dit, mais elle m'avait fait un énorme sourire qui voulait dire non mais vous rigolez, cet homme-là, c'est un écran de fumée pour essayer de se racheter, une certaine crédibilité vis-à-vis de ses victimes, du public et de la justice. Mais elle n'y croyait absolument pas. Donc que va devenir Arnaud Hopfner, parce que donc il est libérable, pas libéré, libérable. 2025, ça veut dire qu'il va falloir faire sa première demande de remise en liberté. Mais là, il va y avoir un collège d'experts, de médecins, Jean-Alphonse. Bien sûr. Parce qu'il va être soumis à des tests, à des questionnaires, des questions, où il en est, qu'est-ce que quoi. Enfin voilà, tout ça va être analysé. Et si on estime qu'il n'est pas prêt, il ne sortira pas. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans ce dossier, magistrats, avocats, des parties civiles notamment, qui disent que pour eux, alors ils l'ont pas vu récemment, mais vu l'état psychologique de ce garçon à l'époque, beaucoup disent qu'il faudra encore un peu de temps avant qu'il puisse retrouver la liberté. Alors deux choses, on va voir si effectivement il y a d'autres cas qui lui sont reprochés, avec le pôle des cold cases qui enquête sur cet homme et sur son parcours criminel. Donc ça changerait complètement la donne et ça pourrait occasionner éventuellement d'autres procès. Et puis il y a le fait que les victimes, les parties civiles, elles ont leur parole à donner. Donc si on estime qu'il doit être libéré, les parties civiles sont toujours sous le choc. Il y a des victimes qui sont brisées à vie dans cette histoire. Oui, qui sont brisés à vie. Alors, on rappelle qu'il n'a pas fait appel. Il a accepté sa peine de 18 ans sur les 20 qui avaient été requis. Son avocate, Maître Baumann, qui est avec nous, lui avait notamment expliqué que c'était pour lui laisser un petit espoir. Mais en réalité, aujourd'hui, les gens qui connaissent ce dossier se disent qu'il faudra quand même être extrêmement regardant sur l'état de ce garçon l'année prochaine, si effectivement il le fait, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, si effectivement il rédige une demande de libération. Maître Isabelle Baumann, justement, la dimension psy, il y a ces transferts que fait Hopfner sur ses victimes. Il veut se venger de plusieurs femmes qu'il a connues dans sa jeunesse. Il est toujours sur ce registre ? Tout à fait. En fait, quand il dit qu'il veut se venger, il veut pas les tuer. Quand il veut se venger, il veut finalement que ces personnes, l'explication qu'il a donnée par rapport à celle qu'il avait identifiée comme étant ressemblant à son institutrice ou une autre qui ressemblait à je ne sais plus quelle femme qu'il avait humiliée. Donc, il a été humilié et il voulait que les personnes qu'il voyait et qu'il identifiait à ces tortionnaires, on va dire, soient aussi humiliées. Il cherchait l'humiliation, il ne cherchait pas autre chose de plus grave, quoi. Et on surveillera donc le dossier Hopfner qui est loin d'être terminé, on vient de le dire, avec nos deux invités, Maître Isabelle Baumann et Dimitri Ramelot. Merci à tous les deux d'avoir été aujourd'hui dans l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, Lisa Canales, réalisation en direct Jonathan Griveau. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Tout commence en 1992 par la mort dans un accident de voiture de l'épouse de Peter après seulement 6 mois de mariage. En 95, Aurore Martin, elle aussi, perd son tout jeune mari dans un autre accident de la route. Le montant des 2 assurances vie, 1 million d'euros. Bonjour. 2 accidents de voiture étrangement similaires à 3 ans d'intervalle. La nuit, presque à la même heure, 2 morts. Dans le premier cas, une femme qui venait juste de se marier. Dans le deuxième, un homme qui, lui aussi,
venait de convoler en juste noces. La police va finir par s'intéresser à ces sorties de route qui se ressemblent trop. Va apparaître alors en filigrane un couple de jeunes amants, discrets et tourmentés. On va les soupçonner d'avoir assassiné leurs conjoints respectifs, alors qu'ils étaient encore en pleine lune de miel. Il va falloir du temps et de la persévérance aux enquêteurs belges pour arriver à confondre Aurore Martin, une Belge, et Peter Uwe Schmidt, un Allemand. Mais pourquoi ce couple de l'ombre se serait-il changé en machiavélique tueur de mariés? Pour l'amour ou pour l'argent? Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Aurore Martin, Peter Uwe Schmidt. Des amants cachés qui vont bientôt être suspectés d'assassinat. Les premiers soupçons vont émerger après un drame de la route survenu au printemps 95 en Corse, près de Calvi. Jeudi 11 mai 1995, vers 1h du matin, la gendarmerie de Calvi est appelée pour un accident en contrebas de la chapelle de Notre-Dame de la Serra. Ce sont des légionnaires en manœuvre dans le secteur qui ont téléphoné. Ils sont auprès d'une femme qui a pu échapper à la sortie de route. Elle répète que son mari est au fond du ravin. Arrivés sur les lieux, les gendarmes trouvent la femme en état de choc, allongée sur le bas-côté de la route. Elle s'appelle Aurore Martin, 26 ans, nationalité belge. Son époux, Mark Van Beers, un expert comptable, 32 ans, était au volant. Ils sont mariés depuis seulement 3 mois. Marc a perdu le contrôle, répète l'épouse. En pleine nuit, les gendarmes descendent dans le ravin escarpé et couvert d'épineux. Ils y trouvent la Nissan Primera du couple, en partie écrasée après une chute de 140 mètres. La voiture est à 10 mètres de la mer, du sang mais pas de mari. Le corps est retrouvé à 5 heures du matin par les pompiers. Il était immergé par 3 mètres de fond. Aurore Martin est entendue dans la journée à la gendarmerie. Elle ne souffre que d'un hématome à l'abdomen, mais apparaît très choquée. Elle déclare qu'elle était en voyage de lune de miel en Corse. La veille au soir, avec Marc, ils ont décidé d'aller admirer le panorama depuis la chapelle de Notre-Dame de la Serra. Au retour, son mari s'est trompé de direction. Il a fait demi-tour, mais quelque chose a traversé la route. Marc a donné un coup de volant, la voiture a filé droit vers le ravin. Elle dit avoir eu le réflexe d'ouvrir sa portière et de sauter. Ensuite, elle a descendu la pente pour rechercher son mari. Elle l'a trouvé dans la voiture, il était blessé. Elle l'a tiré jusque dans l'eau pour laver ses blessures, il ne bougeait plus. Elle l'a laissé pour aller chercher du secours. Le légiste indique que Mark Van Beers est décédé d'un éclatement de la boîte crânienne. La gendarmerie retient la thèse de l'accident. La veuve rentre en Belgique, dans la maison du couple, à Rhodes-Sainte-Genèse, au sud de Bruxelles. Aurore Martin hérite des biens de son époux. Elle ne tarde pas à vendre la maison pour la somme de 5 millions de francs belges. Elle empoche aussi le plus vite possible des assurances vie contractées par Marc pour un montant de près de 19 millions de francs belges. Elle insiste auprès de la famille pour que l'époux soit incinéré, refus des parents qui sont intrigués par autant de précipitation. Ils alertent alors discrètement la justice. Jeudi 5 septembre 1996, un peu plus d'un an après l'accident, Aurore Martin est entendue à la PJ de Bruxelles. Elle raconte que sa tête, dans le choc, a heurté quelque chose, mais aucun hématome n'a été signalé par les médecins. Elle explique avoir descendu le ravin, guidée par les feux arrière de la voiture accidentée, mais une expertise, conduite entre-temps, montre qu'on ne peut pas voir ces lumières du haut du ravin. Les enquêteurs se demandent aussi comment elle a pu dévaler 140 mètres dans la caillasse, les épineux, sans se blesser. Les gendarmes qui l'ont trouvée pieds nus, mais sans la moindre égratignure. La veuve maintient qu'elle a sorti facilement son époux de la voiture. Un expert estime qu'il a sans doute fallu 2 ou 3 personnes pour déplacer le cadavre. Le 8 octobre, le corps de Mark Van Beers est exhumé. Les légistes sont formels. Les blessures attribuées à l'accident sont post-mortem. La victime est décédée d'autres chocs, peut-être un tabassage en règle. Mark était déjà mort quand on l'a placé au volant pour lui faire dévaler la pente. 1er avril 97, 2 ans après le drame, le juge bruxellois Damien Van der Mesch lance un mandat d'arrêt international contre Aurore Martin. Mais l'oiseau Aurore Martin s'est envolé. Le juge ignore à ce moment-là que cette femme coule des jours heureux et sans doute amoureux à Miami, aux USA. Elle a retrouvé là-bas son amant, un Allemand du nom de
Peter Uwe Schmidt, qui va bientôt apparaître dans le dossier. Les enquêteurs vont avoir droit alors à des révélations qui vont tout changer. On va le voir dans le prochain chapitre de l'heure du crime, évidemment. On revient sur l'île de Beauté, la Corse, Calvi, 1995. Un accident sur une route escarpée. Bonjour Dominique Demoulin. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste à RTL TVI en Belgique, à Bruxelles. Vous êtes spécialiste des dossiers judiciaires et policiers. Vous avez suivi cette affaire. Vous avez d'ailleurs publié sur le site de rtl.be, RTL Belgique, une série d'articles là-dessus, Les Amants Diaboliques, une série en 5 parties. Donc vous connaissez parfaitement ce dossier. Dominique Demoulin, Aurore Martin, jeune mariée, elle a trouvé son mari par les petites annonces, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est un premier étonnement, parce que Aurore Martin, c'est une jolie blonde, sportive, elle a 26 ans. Elle ne doit a priori avoir aucun mal à faire des rencontres. Et pourtant, elle s'inscrit dans une agence matrimoniale. C'était avant Tinder. Et dans cette agence matrimoniale, on va lui montrer une série de photos d'éventuels prétendants. Parmi eux, il y a Mark Van Beers, un fiscaliste pas très séduisant, mais qui n'en espérait sans doute pas tant. Et il va bien entendu tomber sous le charme de la belle Aurore. Ouais. Alors il y a ce charme, vous le décrivez très bien, il tombe sous le charme. Et comment ne pas tomber sous le charme de cette femme, effectivement, qui est très très belle. Sur les photos, elle est très séduisante. Alors, avant ce mariage, on en dit un mot tout de suite, mais on va en parler beaucoup ensuite dans l'heure du crime. Mais il y a eu un homme dans la vie, effectivement, de Aurore Martin, c'est Peter Uwe Schmidt, un militaire allemand installé en Belgique. Et à l'époque, il faut le dire, pas tellement fréquentable, cet homme. Ah non, mais celui-là, en revanche, il est charmeur, il est séduisant, il est beau gosse. Aurore et Peter se sont rencontrés dans un club d'escalade en Belgique. Ils se sont installés ensemble, à Liège d'abord et puis dans la région namuroise. Peter Uwe Schmidt, il est d'origine allemande, il a fait son service militaire en Belgique, à la base militaire du chef de l'OTAN à Mons. Il a rencontré une jeune femme, Ursula Deschamps, qu'il s'empresse d'épouser et qui va mourir très vite dans un accident en août 92, on va y revenir. Et à cette époque, le jeune homme est soupçonné de trafic de voitures, d'escroquerie à l'assurance. Bon, il est pas très très clair, quoi. Il prétendra que sa voiture a été volée, puis on va la retrouver dans un garage de gens qu'il fréquentait. Il va être interpellé une autre fois en train de dévisser des plaques d'immatriculation. Et chose troublante, son épouse, la première épouse, Ursula Deschamps, s'apprêtait, semble-t-il, à dénoncer les magouilles de son mari auprès de la gendarmerie de l'OTAN juste avant sa mort. Ah oui, donc, et alors, juste un petit mot encore, Dominique Demoulin. À l'époque de cet accident, je parle de l'accident en Corse, là, donc le deuxième accident, ils ont coupé les ponts, les amants, officiellement. Ils ne se parlent plus. Alors, c'est ce qu'ils disent, selon leur déclaration, effectivement. Ils ont coupé les ponts. Mais dans la chronologie de leur relation, il y a beaucoup de trous, beaucoup d'inconnus. Et il apparaît, par exemple, au cours de l'enquête, qu'ils ont peut-être bien passé ensemble les fêtes de Noël 94. À l'époque, Peter Schmidt est dans sa famille en Allemagne. Aurore, qui est déjà fiancée à Marc, ne l'accompagne pas en Suisse. Elle dit s'être rendue chez des grands-parents qui ne voulaient pas qu'elle reçoive des appels téléphoniques, mais les grands-parents vont dire le contraire. Donc, sans doute étaient-ils ensemble à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Oui, c'est ça. C'était une liaison en pointillé, mais tout de même une liaison qui continue. Bonjour, maître Nathalie Penning. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Bruxelles et vous êtes l'avocate avec maître Roland Menchert de la famille de Mark Van Beers. Et vous êtes une amie d'enfance d'ailleurs de Mark Van Beers. Nathalie Penning, on en parlait à l'instant avec Dominique Demoulin. Revenons sur Mark Van Beers qui est la victime dans cette affaire, le mort de la falaise. C'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est un mari riche à l'époque. Oui, Mark Van Beers, ce qu'on appelle un fils de bourgeois. Il a grandi dans un quartier privilégié du sud de Bruxelles, la commune d'Uccle. Et pour vous donner un critère de comparaison, la commune d'Uccle est jumelée avec Neuilly-sur-Seine. Donc voilà, on est au même niveau social, mais
C'est un garçon qui avait fait des études, qui était devenu expert comptable, qui gérait bien ses affaires, mais qui était très prudent. Il était très prudent, j'ai dit prudent, je n'ai pas dit radin, au contraire, il était très généreux avec ses amis, avec les femmes qu'il avait aimées, parce qu'il était diabétique. Et donc, quand il a voulu souscrire des assurances, il prenait chaque fois des assurances qui fiscalement étaient intéressantes, mais il était obligé d'en prendre plusieurs parce que le risque chez lui était plafonné à un certain montant, compte tenu de sa maladie. C'est ça, à cause de sa maladie. Maître Penning, est-ce que la famille a des doutes sur cette épouse, sur Aurore Martin, qui n'est après tout pas si éplorée que cela? La famille n'a pas eu de doute dès le départ. En fait, ce qui a tout déclenché, c'est le comportement d'Aurore Martin dans les jours qui ont suivi. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue de plus en plus agressive. Et puis surtout, il y a eu la question de la succession. Et oui. Et au moment de l'ouverture de la succession de Mark Van Beers, la famille a compris que Aurore voulait que les choses aillent très vite. Et donc, c'est un peu la précipitation d'Aurore Martin pour devenir une veuve joyeuse qui a éveillé l'attention de la famille. C'est malheureux qu'ils venaient de perdre leur fils. Et le frère de Mark Van Beers tombait des nues en disant « Mais finalement, notre belle-fille, notre belle-sœur se comporte de manière scandaleuse et irrespectueuse. » Ben oui, elle va trop vite, Aurore Martin. Dominique Demoulin, 2 mots là-dessus. Qu'est-ce qui cloche dans cet accident en Corse ? Effectivement, comme on vient de l'entendre, c'est après, c'est le comportement d'Aurore Martin qui va choquer. Mais dans l'accident, a priori, rien ne cloche. C'est plutôt bien fait. C'est une route corse. C'est une route corse qui est pleine de virages en épingle à cheveux, de lacets, de sangliers qui traversent sans avertir. Donc, la thèse de l'accident, elle est tout à fait plausible. C'est à y regarder de plus près qu'on va s'apercevoir qu'il y a des incohérences, qu'il y a des hasards malheureux. Aurore va donner plusieurs versions de l'accident qui se produit précisément là où il n'y a pas de barrière de sécurité, juste sur quelques mètres, pas de chance. C'est là que le véhicule a plongé. Et puis Aurore va prétendre qu'elle a le temps de s'extraire du véhicule. Ça semble difficile. Plus difficile encore de remonter avec juste quelques éraflures aux pieds, même pas d'ailleurs. Et rien du tout. Tout ça, évidemment, tout ça va remettre en cause la thèse de l'accident qui, pourtant, au premier abord, paraît tout à fait plausible. Oui, c'était plutôt bien fait. La justice belge recherche la veuve. Un témoignage spectaculaire va apparaître. Lundi 9 juin 1997, alors qu'Aurore Martin fait depuis 2 mois l'objet d'un mandat d'arrêt international, le juge Van der Merch reçoit à son cabinet un appel anonyme. L'interlocuteur certifie qu'Aurore Martin a bien tué son mari, Mark Van Beers, dans un faux accident de la route. Elle voulait s'emparer de son héritage et des assurances vie, mais elle n'était pas seule. Elle a fait le coup avec un certain Uwe Schmidt, son amant. Le lendemain, un détective privé belge qui enquête sur l'affaire, André Rogue, confirme au juge que le couple d'amants a bien tué Mark Van Beers. Le témoin anonyme est alors identifié comme étant Fabienne Lefebvre, la 2e épouse du père d'Aurore Martin, sa belle-mère donc. Devant le juge, cette femme raconte qu'après l'accident, elle a rendu visite à Aurore Martin dans une clinique de Bruxelles. Aurore l'a prise dans les bras et en souriant lui a dit « Je suis riche, je vais toucher 25 millions de l'assurance, plus l'argent que je vais retirer de la maison. J'ai tué mon mari !» Aurore Martin a rassuré sa belle-mère en certifiant qu'il n'y avait aucune preuve, que tout était manigancé et qu'il s'agissait du crime parfait. Fabienne Lefebvre ajoute qu'après l'enterrement, Aurore sautait de joie en disant que Marc était 10 pieds sous terre. À sa belle-mère, Aurore Martin a raconté qu'elle s'était inscrite dans une agence matrimoniale pour repérer un pigeon. Son choix s'est porté sur Mark Van Beers. C'est son amant, l'Allemand Peter Uwe Schmidt, qui a imaginé le faux accident. Il a repéré les lieux en Corse à 3 reprises. Il a recruté des hommes de main qui ont bloqué la voiture sur la petite route. Ils ont tabassé Mark à coups de batte de baseball. Cela a éclaté de partout, aurait-elle confié. Elle a dit qu'elle a tout fait pour qu'on la croie folle de douleur.
pleurs et d'amour. Aurore Martin laisse même entendre qu'ils avaient monté un coup identique 3 ans auparavant, le 29 août 92. La femme de Peter Uwe Schmidt, Ursula Deschamps, avait trouvé la mort dans un accident de la route à Nîmes, en Belgique. Peter Uwe et Ursula s'étaient mariés depuis 6 mois. Schmidt conduisait quand la voiture est tombée dans un canal. Il a pu sauter à l'eau, mais Ursula s'est noyée. Le mari avait touché l'argent des assurances vie, 6 millions de francs belges. Il avait été finalement condamné à 3 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. 16 juin 97, le juge lance un mandat d'arrêt international contre les 2 amants, accusés d'avoir fait équipe pour assassiner leurs conjoints respectifs. Vendredi 14 novembre 97, Peter Uwe Schmidt et Aurore Martin sont arrêtés à Miami par les marshals fédéraux. L'Allemand a essayé de s'enfuir, puis il a proposé à l'un des fonctionnaires la moitié des 48 000 $ qu'il avait sur lui pour le laisser partir. Aurore Martin est ensuite interpellée dans un appartement en possession de bijoux et de milliers de dollars. Elle se défend en répétant « Je suis accusée de meurtre par ma belle famille qui a corrompu la police belge ». Pendant 1 an, les amants vont utiliser tous les recours possibles pour éviter le retour en Belgique, mais ils vont être extradés. Et la Belgique va alors découvrir les visages de ses amants de la lune de miel, comme on les appelle, tant les morts de leurs conjoints respectifs ont été rapides. On va voir ce qu'il va advenir de Peter Uwe Schmidt et Aurore Martin dans la suite de l'heure du crime. Retour à l'été 97, le juge Van der Merch avait des doutes sur Aurore Martin, mais là, avec le témoignage de sa belle-mère, tout s'éclaire. Dominique Demoulin, on vous retrouve dans l'heure du crime, journaliste à RTL TVI, vous connaissez parfaitement cette affaire, vous l'avez suivi pour RTL TVI. Je le dis, le juge, là, ce témoignage, il est capital, le témoignage de la belle-mère. Oui, bien sûr, parce que les doutes de la famille et du juge avaient déjà entraîné l'exhumation du corps de Marc. Cette fois, le scénario se précise, puisque Fabienne Lefebvre, la belle-mère d'Aurore Martin, raconte cette scène hallucinante que vous avez décrite, les aveux d'Aurore, et des aveux accompagnés de menaces aussi, dit-elle. Aurore aurait affirmé qu'il n'y avait aucune preuve, que c'était un crime parfait, et que si Fabienne parlait, eh bien, elle serait une femme morte, et ses enfants aussi, Donc elle a eu peur, Fabienne. Elle a eu peur, Fabienne. Elle a eu peur, effectivement. C'est ce qu'elle l'affirmera longtemps après. Cela dit, bon, c'est là qu'il y a un petit doute parfois sur son témoignage. Mais toujours est-il que Fabienne va détailler les circonstances du décès de Marc. Elle va dire que Peter Uwe Schmidt ou bien un complice se trouvait dans le même restaurant que le couple, que celui-ci a donné, que Aurore a donné le signal du départ et que les auteurs du meurtre auraient mis leur voiture dans un virage pour forcer Marc à s'arrêter. Voilà. Et puis il l'aurait frappé avec une batte de baseball avant de pousser la voiture dans le ravin. Voilà en substance ce que vient raconter Fabienne, et ça correspond forcément à un certain nombre d'éléments qui ont été remarqués. Oui, juste un petit mot, Dominique Demoulin. Elle évoque aussi le premier accident avec Peter Uwe Schmidt, et qui aurait comme ça tué sa femme. Elle le dit à la belle-mère, elle dit il y a eu déjà un précédent. Oui, effectivement, et il y a de nombreux points communs entre les 2 accidents. Ce sont 2 accidents qui ont lieu en début de nuit. Le conducteur se trompe de route, il donne un coup de volant, il perd le contrôle du véhicule, le véhicule tombe à l'eau, et dans un cas comme dans l'autre, bien la personne qui l'accompagne, Schmidt dans un cas, Martin dans l'autre, réussissent à s'extraire du véhicule. Ils vont essayer de sauver la victime, mais en vain. Et puis ils vont prétendre qu'ils souffrent d'amnésie aussi après l'accident. Donc le parallélisme est pour le moins troublant. Et tous les 2, effectivement, après il y a les assurances vie qui font fonctionner, et dans les 2 cas c'est troublant parce que c'est tout à fait identique. Maître Nathalie Penning, vous êtes également notre deuxième invitée dans l'heure du crime, avocate de la famille de Marc Van Beers, c'est la victime qui est morte en Corse. Alors le premier accident, celui où l'épouse de Schmidt s'est noyée, finalement on pourrait dire que c'est le modèle qui a servi à l'accident en Corse par la suite. Peter Uwe Schmidt, il a réussi son premier coup, à savoir faire souscrire des assurances vie par son épouse
avec lui comme bénéficiaire. Il en a pris également en son nom en disant que le risque, il portait sur sa femme. Et tout à coup, finalement, en étant marié très très peu de temps, pour lui, c'est le pactole, c'est la loterie. Eh bien, il va inciter Aurore Martin à reproduire le même schéma, à savoir un accident de roulage sur une route déserte, la nuit tombée, c'est picobello, c'est un copier-coller, comme on dit maintenant, c'est vraiment un copier-coller. Oui. Mais dans le cadre de l'accident, soi-disant, de Mark Van Beers, il va y avoir un souci, à savoir le véhicule ne tombe pas dans l'eau. Alors oui, effectivement, il y a un souci sur cet accident. Et d'ailleurs, ce premier accident, on est en 92 à l'époque, la police avait émis quelques doutes. Alors, est-ce que la police a eu des soupçons ? Je ne sais pas. En tout cas, il faut aussi vous situer à une période bien précise, c'est que le père et la sœur de la malheureuse Ursula Deschamps, eux, ont des doutes. Mais arrivé sur place, Peter Uwe Schmidt, qui est un très très bon comédien, un très grand manipulateur, arrive à convaincre les policiers que c'est un accident de roulage. Il va être poursuivi pour homicide involontaire dans le cadre d'un accident de roulage. Et là, il y a, hélas, toute une série de petits événements qui vont s'enchaîner et qui vont faire qu'il va arriver à passer au travers les mailles du filet. Et l'affaire se termine là. L'affaire se termine là et il s'en sort bien à l'époque, Peter Uwe Schmidt, dossier classé. Dominique Demoulin, ils sont arrêtés aux États-Unis, là, les deux tourtereaux, ils sont à Miami, ils coulaient des jours heureux, d'abord là-bas, ils avaient beaucoup d'argent. Face aux marshals américains, la première chose qu'ils vont dire, c'est qu'ils n'ont rien fait, ils nient en bloc toutes les accusations. Ah oui, tout à fait. Et pire, ils vont tenter, Peter Uwe Schmidt va tenter d'acheter les policiers. Il va leur proposer une grosse somme d'argent. Il va aussi tenter de protéger Aurore Martin. Il ne dira pas dans un premier temps où elle se trouve. Alors c'est vrai qu'ils ont une vie de rêve là, à Miami, parce qu'ils sont partis quand même avec une jolie somme d'argent. C'est ça. Et ils n'ont pas du tout envie d'abandonner cette vie-là, bien évidemment. Donc ils vont épuiser véritablement toutes les possibilités de recours possibles et imaginables pour ne pas rentrer en Belgique. Et ça va marcher pendant tout un temps. Il va falloir des mois pour que finalement ce couple soit extradé en Belgique et réponde de ses faits devant la justice. Et effectivement, le couple revient en Belgique où le juge a 1000 questions à leur poser. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai vu Aurore qui riait. Et j'ai posé la question à mon mari, elle fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et alors là, elle m'a dit non, je suis bien, je suis millionnaire. C'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Aurore Martin, Peter Uwe Schmidt, deux amants soupçonnés par les enquêteurs belges d'avoir tué ensemble leurs conjoints respectifs dans des accidents de voiture. L'argent serait le mobile, arrêté en 97 aux USA, extradé en Belgique un an plus tard. Jeudi 3 décembre 98, Aurore Martin, Peter Uwe Schmidt sont de retour à Bruxelles. Ils nient toutes les accusations dans les deux faux accidents de voiture. Concernant celui de Mark Van Beers, en Corse, Aurore Martin finit par dire que sa mémoire est floue, qu'elle se souvient à peine de ce qui s'est passé. Les psychiatres qui l'examinent la décrivent comme une manipulatrice de toute première force, une femme qui joue des émotions comme un virtuose et qui peut alterner désespoir, haine et joie, écrivent-ils. Aurore Martin affiche selon les experts une résistance exceptionnelle au stress. Peter Uwe Schmidt serait lui très manipulateur, très narcissique, très égocentrique, un homme qui n'aurait aucun sentiment pour Aurore Martin et insensible à la détresse d'autrui. Le juge, Daniel Van der Merch, multiplie les vérifications, il accumule les rapports d'expertise. Lors de la reconstitution, Aurore Martin ne réussit pas à s'éjecter de la voiture comme elle l'avait dit. Un expert affirme que la passagère n'aurait jamais pu sauter du véhicule sans se blesser. Les conclusions définitives des légistes sont accablantes. Tous les coups portés sur la victime, y compris la fracture ouverte sur la droite du crâne du jeune marié Mark Van Beers, ont été donnés post-mortem. Un
on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invitées, c'est Dominique Demoulin, journaliste à RTL TVI. Dominique, vous avez suivi toute cette affaire pour RTL TVI, vous connaissez très très bien ce dossier. Les conclusions des légistes, elles sont accablantes, ces conclusions, parce qu'effectivement, là, on a beau dire faux accident, vrai accident, bien fait, mal fait, dérapage, pas dérapage, là, on peut pas contester. Non, effectivement, les coups post-mortem, ça, effectivement, on se dit que la thèse de l'accident telle qu'elle est présentée par Aurore Martin, elle ne tient pas la route, elle ne tient plus la route, parce que tout de même, pendant 2 ans, on va s'en tenir à cet accident sur cette route escarpée en Corse, bien qu'Aurore multiplie les versions, parce que dans un premier temps, au gendarme de Calvi, elle va expliquer que Marc s'est trompé de route, qu'il a voulu faire demi-tour, que le virage était trop serré et que, la voiture est tombée. Et puis, quand elle est de retour à Bruxelles, elle va évoquer d'abord quelque chose qui aurait traversé la route, puis elle va parler d'un animal, et puis finalement, elle va dire qu'elle ne se souvient pas très bien, ce qui est très confortable. Et de son côté, Peter Schmidt, pour lui, c'est simple, c'est net. Il affirme qu'il n'était pas en Corse, qu'il avait rompu avec Aurore Martin, et que tout ça, donc, ne le concerne pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour Peter Schmidt, c'est compliqué parce que la téléphonie, ça marche pas. On ne retrouve aucune trace de cet homme en Corse. Est-ce que, Dominique Demoulin, est-ce que pendant cette instruction, on est dans la phase de l'enquête là, est-ce que finalement l'un renvoie la responsabilité sur l'autre ou bien tous les deux nient chacun dans leur chemin ? Non, tous les deux nient, effectivement, et il n'y aura jamais le moindre élément matériel qui pourra prouver que Peter Schmidt était en Corse. C'est ça. À ce moment-là, il n'y a même pas de certitude quant au fait qu'il aurait jamais été en Corse. Donc forcément, il ne renvoie la responsabilité à personne. Lui dit, c'est pas mon affaire, j'étais pas là. Et quant à Aurore Martin, elle va s'en tenir à la thèse de l'accident. C'est ça, à la thèse de l'accident avec des analyses psy, je l'ai dit, je les ai évoquées, qui sont très sévères pour ce couple. Maître Nathalie Penning, vous êtes notre deuxième invitée dans l'heure du crime, avocate au barreau de Bruxelles, et dans cette affaire, vous êtes l'avocate de la famille de Mark Van Beers. On a l'impression, c'est une impression, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, on a l'impression que c'est Peter Uwe Schmidt qui est finalement la tête pensante de ces 2 meurtres. C'est lui le cerveau, parce que quand il y aura une reconstitution de ce fameux accident qu'Aurore Martin décrit un peu, les plus anciens, ça leur parlera un peu à la MacGyver, Elle ouvre la portière, elle se jette dans le vide. C'est un mélange de MacGyver et de Louis de Funès sur un arbre perché. Elle a réussi à se rattraper à une branche. Tout ça est prêt à sourire maintenant, mais enfin, sur le moment même, tout le monde était quand même assez étonné. Et ce scénario ne tient pas. Et donc, il va y avoir une reconstitution sur le tarmac de l'aéroport en pleine nuit. On va extraire Schmidt de sa cellule pour qu'il assiste à cette reconstitution. Lui qui a toujours dit qu'il n'était pas en Corse, la reconstitution qui a été filmée montre que c'est lui qui va expliquer aux techniciens, aux juges d'instruction sur place, comment Aurore Martin aurait réellement pu ouvrir la portière, se jeter, attraper une branche d'arbre. Donc, c'est lui le cerveau, c'est pas Aurore Martin. Instruction terminée, bientôt l'heure du procès aux assises. Lundi 10 septembre 2001, Aurore Martin, 32 ans, et Peter Uwe Schmidt, 30 ans, sont devant la cour d'assises de Bruxelles. Uniquement jugés pour un seul accident suspect, celui qui avait coûté la vie en Corse à Mark Van Beers, le mari d'Aurore. L'accident précédent, dans lequel était décédée l'épouse de Peter Uwe Schmidt, est considéré comme jugé. Les 2 accusés apparaissent amaigris, vieillis, moins flamboyants que sur les photos des journaux. Peter Uwe Schmidt assure qu'il a rencontré Aurore 1 an après l'accident qui avait coûté la vie à sa femme. Leur liaison, selon lui, n'a duré qu'une seule année. Ils ont renoué juste après la mort de Mark Van Beers, comme par hasard. 15 jours plus tard, ils ont ouvert un compte commun au Luxembourg pour y placer l'argent de l'héritage. Aurore Martin certifie qu'elle n'a pas tué son mari et ne le prenait pas pour un pigeon. C'est odieux de penser que j'ai pu dire ça. Il était devenu pour moi l'homme idéal. Malgré les expertises, la veuve répète qu'elle est descendue dans le ravin. Ça sentait l'essence. J'avais peur que la voiture explose. Mon but était de sauver mon époux.
Le témoin le plus attendu, Fabienne Lefebvre, celle qui avait dénoncé Aurore Martin à la justice, est finalement absent. André Rogue, le détective privé qui avait recueilli le premier ses confidences, assure « Elle savait trop de choses, et notamment que Schmitt et Martin avaient programmé d'autres assassinats. » Affirmation impossible à étayer. Mercredi 26 septembre, Aurore Martin est condamnée à 15 ans de prison, 20 ans pour Peter Uwe Schmitt. Et dans cette heure du crime, on retrouve Dominique Demoulin, c'est l'une de nos invitées aujourd'hui sur RTL, journaliste à RTL TVI en direct depuis la Belgique, et vous avez suivi toute cette affaire. Dominique, vous étiez à ce procès. Comment est-ce qu'il se déroule? Dans quelle ambiance il se déroule ce procès? Alors, personnellement, c'est le seul procès pour lequel je ne dois jamais aller vérifier la date du début, parce que vous l'avez dit, il a commencé le 10 septembre 2001. Voilà, le lendemain après-midi, il a été suspendu. Vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Exact. Pour le reste, bon, c'est un procès très médiatique. C'est le procès d'un couple qui peut faire rêver, dont la presse a suivi l'extradition mouvementée, qui a pris des mois. Ce procès, il semble presque scénarisé comme un film. On doute du début à la fin, est-ce qu'ils sont coupables ou pas. La principale accusatrice, celle que tout le monde attend, est annoncée. Puis finalement, elle ne vient pas. Les policiers américains, en revanche, sont là et eux, ils semblent tout droit sortir d'une série TV. Et l'énigme, elle reste entière quasiment, parce que les blessures de Mark Van Beers ont été causées après sa mort, certes, mais il y aura la thèse du malaise cardiaque suivi de la chute de la voiture. Ça pourrait tout expliquer, c'est ce que viendra dire un expert de la défense, mais ses confrères vont estimer que c'est impossible, que c'est peut-être bien un empoisonnement qui a tué ça va très Mark. loin, ça va très loin. Oui, empoisonnement à l'insuline, puisqu'on l'a dit, Marc était diabétique. C'est ça. Et ce produit, on ne l'aurait plus détecté lors de l'autopsie. Et puis finalement, après 10 jours de procès, c'était la demande d'un juré que le médecin légiste va apporter une précision tardive. Il va dire que l'estomac de Marc était vide lorsqu'il est mort. Alors, ça paraît un élément sans importance, mais il faut rappeler que le soir de sa mort, Aurore prétend qu'elle avait mangé en charmante compagnie avec Marc, qu'elle aimait tellement. Ah oui. Or, si son estomac est vide, c'est que dès le début, elle a menti et son scénario prend définitivement l'eau, en quelque sorte. Et oui, mais c'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, il y a ce dîner. J'ignorais cette histoire d'estomac vide, mais là, on arrive à confondre comme ça, en tout cas, à établir des mensonges, et c'est très important. Maître Nathalie Penning, évidemment, vous êtes vous aussi à ce procès, avocate à Bruxelles et avocate de la famille de Mark Van Beers, la victime en Corse. Comment est-ce qu'ils se comportent, ces deux amants? Aurore Martin, elle rentre le premier jour, elle pleure, et elle va avoir cette attitude tout au long du procès. Elle pleure, elle gémit, elle dit qu'elle ne se souvient plus, elle est confuse, elle se présente un peu comme la jeune femme un peu secouée qui aimait son mari, etc. Schmitt, il est magnifique. C'est le sosie de Tom Cruise, il est dans le box des accusés. Premier jour, on constitue le jury. Il est allemand, donc il a droit à un interprète. Et il sait que le recours à l'interprète retarde le débat, si vous voulez. Et dans le jury populaire, il comprend tout de suite qu'il y a des mères de famille. Et le premier jour, il va s'adresser au jury, il va dire, voilà, dans la mesure du possible, je vais essayer de me passer de l'interprète parce que il y a dans le jury des mamans et je souhaite qu'elles rentrent tôt chez elles. Il joue du charme là, Peter Uwe Schmitt. C'est étonnant ce que vous racontez comme scène, maître Penning. Encore une question pour vous, maître. Peter Uwe Schmitt, il est le premier à dire qu'on s'acharne sur Aurore. Finalement, il la défend un petit peu. Il faut savoir que pendant les interruptions d'audience, Schmitt continuait à la cornaquer. Schmitt avait réussi à convaincre un des gars responsables de la sécurité de les laisser ensemble. Et donc, bien sûr qu'il était toujours en train de la cornaquer, en lui disant « dis ci, dis ça ». Et elle a toujours dit qu'elle était innocente. Et lui disait « j'étais même pas là ». Dominique Demoulin, juste un petit mot. Pourquoi 20 ans pour l'amant, 5 de plus que pour la maîtresse ?
Parce que Schmitt, c'est le metteur en scène et Aurore Martin, c'est l'actrice. C'est ce qu'un avocat avait plaidé. Et c'est le raisonnement finalement qui a prévalu. Autrement dit, c'est lui qui a tout manigancé. Ouais. Elle n'a fait qu'exécuter. L'avocat général, lui, avait réclamé la perpétuité, estimant que leur plan était diabolique. Il n'a pas été suivi. Et la défense de Schmitt, elle, avait estimé avant le verdict que c'était tout ou rien. Autrement dit, soit c'était l'acquittement puisque rien ne prouvait qu'il était en Corse, Peter Schmitt, ou bien effectivement c'était un plan diabolique. Et d'ailleurs, Peter Schmitt demandera à ses avocats de ne pas plaider la peine parce qu'il continuera jusqu'au bout à affirmer son innocence. Les condamnés sont en prison. Ils avaient bien uni leurs forces pour tuer. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Mai 2007, 6 ans après la condamnation, Aurore Martin est autorisée à quitter sa prison. 1 an plus tard, c'est au tour de Peter Uwe Schmitt de sortir, libéré avant l'heure en raison d'un comportement exemplaire en détention. Les 2 amants ne vont plus faire parler d'eux. Lors du procès, les parents de Mark Van Beers, le mari d'Aurore, s'étaient dit effondrés par toute cette histoire. Ceux d'Ursula Deschamps, l'épouse de Peter Uwe Schmitt, s'étaient tristement résignés à voir leur affaire non jugée. C'est des sensations, je ne saurais plus vous dire, j'ai aucune notion que je puisse expliquer, je ne sais pas. Laissez-moi s'il vous plaît 2 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes sortir, je ne vais pas m'évader, je ne vais pas aller nulle part. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. Et cette voix affolée, ce document étonnant, il est issu de la reconstitution du crime en Corse, et c'est la voix d'Aurore Martin. Elle est complètement affolée dans cette voiture quand le juge essaie de lui demander si elle peut sortir après l'accident pour reconstituer la scène, mais elle sera incapable de sortir de cette voiture. Dominique Demoulin, on vous retrouve, journaliste à RTL TVI. Vous avez suivi toute cette affaire pour RTL TVI et vous êtes en direct avec nous depuis la Belgique. Alors, l'enquête a été très menée de manière de main de maître, on peut le dire, par le juge belge. Les expertises sont accablantes. On n'a pas retrouvé les hommes qui auraient pu tabasser Mark Van Beers en Corse, parce que là, il y avait des complices. On a sorti ce corps. Où sont-ils passés, ces hommes ? Ouais. Très vraisemblablement, y avait-il des complices, mais on n'a jamais eu de nom, jamais de soupçon, jamais de dénonciation non plus de la part de Peter Uwe Schmitt. Ce qui est logique, puisque jusqu'au bout, et même après, il a toujours prétendu qu'il n'était pas là et qu'il était innocent. Et le dernier jour du procès, il va enfin craquer. Peter Uwe Schmitt, qui a toujours cette image parfaite, on le croit sorti d'un magazine de mode. Il a un côté comme ça très froid, un peu allemand. Mais le dernier jour, il va quand même craquer, mais en larmes, il va dire, mais enfin, vous faites une erreur monumentale. C'est pas moi. Je me souviens de ses déclarations au jury, c'est pas moi, je n'y suis pour rien, et vous vous trompez considérablement. Voilà. Ouais, c'est ça, vous vous trompez, c'est pas moi. Effectivement, il va le répéter, j'ignorais les larmes, mais vous étiez à ce procès, évidemment, Dominique Demoulin, et vous avez vu en direct cette scène. Maître Nathalie Penning, vous êtes dans cette affaire l'avocate de la famille de Mark Van Beers, et évidemment, vous étiez, je l'ai dit tout à l'heure, à ce procès. Est-ce que la famille de Mark Van Beers a éprouvé un soulagement après cette condamnation, après toutes ces années d'enquête ? Je pense pas que vous puissiez être soulagé après une condamnation. C'est pas un soulagement, c'est juste. Alors il y a quand même un grand point d'interrogation, c'est que on se doute de la manière dont Mark Van Beers a été assassiné, mais comme on n'a jamais eu d'aveu, il reste un énorme trou, si vous voulez, pour la famille, pour avancer dans leur travail de deuil, c'est comment est-ce que notre fils est mort. Alors un soulagement, je dirais, de voir que, entre guillemets, ils ont été punis, peut-être, et de voir la mémoire de leur fils respectée, c'est important, mais je pense pas que la famille Van Beers ait pu, à la fin de ce procès, se dire, ben voilà, on a toutes nos réponses. Ça, c'est impossible. Ils ne les ont pas eues, en tout cas. Ils n'ont pas eu toutes les réponses. Ils ne les ont pas eues. Dominique Demoulin, juste un petit mot. Pourquoi elle vous a marqué particulièrement, cette affaire ? Pourquoi vous l'avez trouvée sensationnelle ?
Ah, mais parce que c'est une affaire où il y avait un suspense, un véritable suspense, du début à la fin, je vous l'ai dit. Le doute était présent, et moi je suis convaincue a posteriori que Peter Schmidt pensait lui aussi que le doute l'emporterait et qu'il serait acquitté, parce que, encore une fois, il n'y a rien qui prouvait qu'il était sur place. Donc, à partir du moment où ce préalable essentiel fait défaut, on peut imaginer que l'acquittement va aller de soi, d'autant que on ignore, comme vient de le dire Maître Benning, on ignore les causes de la mort de Mark Van Beers. Est-ce que c'est l'insuline? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est les coups qui lui ont été portés sur la tête? Voilà. Et puis Dominique, c'est ça. Et puis Dominique Moulin, il n'y a pas eu d'aveu. Je voudrais juste qu'on écoute, parce qu'on arrive au bout de l'émission, Nathalie Penning encore un petit peu. Maître, qu'est-ce qu'ils sont devenus les amants de la lune de miel? Alors, Schmidt, à un certain moment, a pu bénéficier d'un régime qui est tout à fait légal, c'est-à-dire qu'il a pu exécuter une partie de sa peine en Allemagne, dans son pays natal. Aurore Martin a bénéficié, elle, aussi d'un régime de semi-liberté. Et la rumeur, je dis bien la rumeur, dit qu'ils se verraient, même si, en principe, ils ne peuvent pas se fréquenter. Mais voilà. Une fin romanesque, donc, comme toujours dans cette histoire. Merci beaucoup, Maître Nathalie Penning et Dominique Demoulin d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, Priscille de Gueffier, réalisation Nicolas Godet. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.